bonjour tout le monde. La chaire de recherche s'appelle la chaire de recherche sur l'homophobie, mais pendant longtemps, le projet a été développé sous le titre chaire de recherche sur la diversité sexuelle. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a les deux appellations circulent. L'objectif de la présentation ce matin, c'est d'examiner à partir de 2 études des données concernant la prévalence des idéations suicidaires et des tentatives de suicide et du sentiment de dépression chez les personnes LGBT au Québec. Les études n'ont pas forcément été menées au Québec, mais les données concernent le Québec parce que c'est des analyses qui ont été faites pour une présentation dans le cadre de l'Association québécoise de prévention du suicide, qui a tenu un forum en septembre dernier, et une des 3 journées du forum était consacrée au lien entre l'homophobie et suicide. Donc, il s'agit de décrire la prévalence, décrire les facteurs associés aux idéations suicidaires et décrire brièvement des pistes d'intervention en ligne. Les données proviennent de 2 enquêtes, le NetGay Baromètre de 2008, une recherche dirigée par Alain Léaubonne, dont on a parlé hier. C'est un sondage en ligne qui a été fait entre 2005 et 2008 et où le recrutement s'est fait via des sites de rencontres essentiellement, à travers des messages, des bannières, des publi-reportages. Le nombre de répondants, c'est 3718 hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, donc qui peuvent s'identifier de diverses manières. Et l'âge moyen de 37 ans. La deuxième enquête, c'est l'enquête dont Jean vous a présenté certains résultats hier, c'est-à-dire l'enquête sur les usages santé d'Internet parmi les minorités sexuelles. Alors, c'est une enquête en ligne pan-canadienne entre juillet et décembre 2010. Ici, on a pris les répondants du Québec, donc le N est de 809. Il y a dans les répondants des femmes, des hommes et on avait aussi les personnes trans. Donc, 17 % de femmes, 77 % d'hommes et 5,3 % de personnes qui se sont identifiées comme trans, transsexuelles, transgenres ou autres. Et la moyenne d'âge est de 41,5 ans. L'équipe de recherche, parce que quand même, c'est l'équipe de recherche de la deuxième enquête, et vous voyez les noms ici, je ne les lirai pas tous, et un gros remerciement à Joanne Otis, parce que c'est elle qui a fait l'analyse des données que je vais vous présenter ici, parce qu'on est en train de travailler sur la rédaction d'un article. Bon, alors, les résultats, quand c'est NGB, c'est le NetGay Baromètre, et ici, c'est l'enquête sur la santé minorité sexuelle au Canada. Donc, dans tous les cas, là, je rappelle, ce sont des données du Québec. Je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de différence si on faisait l'analyse globale. Alors, la prévalence des idéations suicidaires et du sentiment de dépression dans les 12 derniers mois. Donc, la prévalence, ici, vous avez les idéations suicidaires et ici, le sentiment de dépression. Donc, selon la couleur, les sentiments de dépression, 14 %, c'est-à-dire que les idéations suicidaires, 14,8 % et sentiments de dépression, 27,8 %. Donc, c'est quand même assez élevé dans l'ensemble parce que l'idéation suicidaire, c'est autour de 15 % et sentiment de dépression, ici, on a plus du tiers et l'autre plus du quart des personnes qui déclarent un sentiment de dépression dans les 12 derniers mois. Ici, on a différents facteurs sociodémographiques en fonction desquels on voit une variation soit des idéations suicidaires ou du sentiment de dépression. On est toujours dans le NetGay Baromètre. Alors, on peut voir que l'âge est relié, c'est-à-dire que les idéations suicidaires sont plus élevées chez les jeunes et décroissent relativement avec l'âge, sauf ici où on observe dans le groupe d'âge de 36 à 45 ans une légère remontée. Pour ce qui est des sentiments de dépression, la décroissance est plus régulière, c'est-à-dire que jeunes, en 25 ans et moins, c'est 48 %, ce qui est très, très élevé. C'est un jeune sur 2. Et ça demeure quand même élevé, c'est-à-dire que dans toutes les catégories d'âge, on retrouve le plancher, c'est 27 %. Donc, c'est toujours plus du quart des répondants.
Il y a une relation également avec le niveau d'éducation. On s'aperçoit que et les idéations suicidaires et le sentiment de dépression sont plus élevés lorsque le niveau d'éducation est de niveau élémentaire ou secondaire, donc est plus faible. Il y a également une relation avec le revenu, ce qui ne devrait pas nous étonner parce que l'éducation va souvent de pair avec revenu. Donc, là aussi, les idéations suicidaires et le sentiment de dépression sont plus élevés chez les personnes qui ont un revenu faible, inférieur à 30 000 $. Et pour ce qui est de l'orientation sexuelle, on s'aperçoit qu'il y a là aussi des variations. Homosexuels, idéation suicidaire 15 %, bisexuels 12 %, hétérosexuels 9 % parce qu'il y a des personnes qui ont dans cette enquête-là qui ont des relations avec le même sexe sans forcément s'identifier comme homosexuels ou bisexuels. Et autres réponses, 20 %. Et pour ce qui est des sentiments de dépression, il y a une variation, mais ici, il n'y a pas de petite étoile, donc ça signifie qu'il n'y a pas de corrélation comme telle. Il n'y a pas de relation significative, oui, je pense à toi, pour les nombreux chiffres. Alors ici, c'est comme quand il n'y a pas d'astérix, c'est qu'il n'y a pas de différence significative entre les groupes. Oui, maintenant, l'autre recherche. Donc, ici, dans l'autre recherche, la façon de mesurer, ça a été à travers une série de préoccupations relatives à la santé physique, mentale, sexuelle et autres, dont les idéations suicidaires, dont le sentiment de dépression. Et on demandait aux gens si c'était une préoccupation pour eux ou pour un de leurs proches. Alors ici, c'est pour eux. Alors, pour ce qui est des idéations suicidaires, la variation, il n'y a pas de relation significative avec l'âge comme tel, bien qu'il y ait une tendance à décroître. C'est-à-dire que je dirais ça plutôt que chez les plus jeunes, 25 ans et moins, c'est là qu'on observe le plus haut niveau d'idéation suicidaire. Donc, dans ce sens-là, ça converge avec l'autre, mais la relation n'est pas significative parce que ça fluctue, ça descend, ça remonte. Et pour ce qui est des sentiments de dépression, là, on retrouve la même la même tendance, c'est-à-dire que c'est plus élevé chez les jeunes, avec 36 % et ça va en décroissant. Pour ce qui est du sexe, ce qu'on se rend compte, oui, ça c'est assez intéressant, la relation est forte. Alors, chez les femmes, 21,8 %, chez les hommes, 11,5 % d'idéation suicidaire et chez les transgenres, 35 %. Donc, là aussi, c'est pas étonnant quand on voit les travaux de Greta Bauer et de Transport sur les idéations suicidaires à partir de l'enquête ontarienne. Ce qui est peut-être moins attendu, c'est la forte prévalence d'idéations suicidaires chez les femmes, parce qu'on a tendance à associer le suicide, parce que la prévalence du suicide est plus élevée chez les hommes en général. Mais quand on regarde la prévalence des idéations suicidaires, le portrait est un petit peu plus complexe. Et en tout cas, ici, c'est ce qu'on observe. Et même chose pour les sentiments de dépression. Le plus élevé, c'est chez les personnes trans, avec plus de la moitié, ensuite chez les femmes et ensuite chez les hommes. Pour le niveau d'éducation, on retrouve des différences qui vont dans le même sens que pour l'autre enquête, mais elles ne sont pas statistiquement significatives dans ce cas-ci. Pour ce qui est du revenu, les résultats sont semblables à l'autre enquête et avec un résultat significatif, c'est-à-dire que et les idéations suicidaires sont plus élevées chez les gens qui ont un revenu plus faible, et même chose pour le sentiment de dépression. Oui, on continue dans la même lignée. Le fait de ne pas avoir d'emploi, donc c'est lié à revenu faible souvent. Là aussi, les idéations suicidaires sont plus élevées, la relation est plus forte, 27 versus 13, et les sentiments de dépression sont pratiquement le double. Et enfin, selon l'orientation sexuelle, tout comme dans l'autre enquête, il n'y a pas de relation significative, il y a des variations, mais il n'y a pas comme tel de relation significative. 13 %, 15 %, 21 %. Et ici, on inclut des personnes. Ça peut être l'effet, les personnes trans sont de diverses orientations sexuelles, mais y compris hétérosexuelles. Donc, il faudrait voir le plus finement comment les partager. Et les sentiments de dépression. Moi, j'ai l'impression qu'ici, parmi les hétérosexuels, parce qu'il y a des hétérosexuels qui peuvent être des hommes, nés hommes qui ont des relations avec d'autres hommes, mais il y a aussi les trans qui sont inclus dans ce groupe-là. Donc, qui ont des sentiments de dépression élevés. Maintenant, si on regarde non plus les facteurs sociodémographiques, mais l'homophobie et la discrimination associées aux idéations suicidaires, alors on a des relations significatives
avec la difficulté d'accepter son orientation sexuelle. Dans ce cas, les idéations suicidaires la proportion de personnes qui déclarent des idéations suicidaires sont du double. Ici, on est avec le Nedgay baromètre. Et donc, ici, ça double. Et ici aussi, les sentiments de dépression sont plus élevés, 54% par rapport à 36%. La crainte que l'orientation sexuelle soit découverte. Alors, ici aussi, on a une relation significative, même si les écarts sont plus minces. Donc, chez les personnes qui craignent que leur orientation sexuelle soit découverte, donc on peut présumer qu'elle n'est pas déjà connue par une partie de leur entourage, 17,8 par rapport à 13,9. Et deux éléments qui sont très fortement liés. Le fait d'avoir été victime d'un assault, c'est d'une agression, violence verbale. Et à ce moment-là, les idéations suicidaires sont de 28,5 versus 12,7 et les sentiments de dépression 55 versus 36 et victimes d'agression physique, 36 idéation suicidaire versus 14 et ici 47 versus 38 pour ce qui est du sentiment de dépression. Donc, il y a une corrélation avec les idéations suicidaires, mais pas avec le sentiment de dépression. Toujours avec le Nedgay baromètre, donc on a examiné en fonction de l'âge et on s'aperçoit que c'est aussi corrélé avec l'âge, c'est-à-dire que le pourcentage de personnes qui ont expérimenté de la difficulté, qui déclarent de la difficulté à accepter leur orientation sexuelle, c'est plus élevé chez les jeunes. C'est pas très étonnant, c'est à l'époque souvent où on découvre ces attirances pour le même sexe. Donc, chez les 25 ans et moins, 16 versus 13 chez les 26 ans et plus. Les victimes d'agressions verbales sont plus nombreuses aussi chez les jeunes, 21 par rapport à 9 et les victimes d'agressions physiques, 3 par rapport à 1,3 Donc, ce sont des phénomènes qui sont liés aux idéations suicidaires qu'on retrouve plus souvent chez les jeunes. Donc, on va retrouver plus souvent chez les jeunes des idéations suicidaires. Maintenant, pour ce qui est des résultats de l'autre enquête, donc je passe à l'enquête sur la santé des minorités, sur les usages santé d'Internet chez les minorités sexuelles. Donc, ici, c'est LGBT. On retrouve sensiblement les mêmes tendances, même si les questions n'étaient pas toujours formulées exactement de la même façon. Donc, la difficulté d'accepter son orientation sexuelle. Les idéations suicidaires sont davantage présentes chez ceux qui déclarent une telle difficulté, 27 versus 10 et même chose pour les sentiments de dépression, et les écarts sont statistiquement significatifs. La difficulté d'accepter son identité de genre, 33 versus 12 pour les idéations suicidaires, et presque le double pour les sentiments de dépression. Les difficultés reliées au coming out, et là aussi, les écarts sont assez importants, 30 versus 10 qui déclarent des idéations suicidaires, et sentiments de dépression, 42 versus 24 Et enfin, la crainte que l'orientation sexuelle soit découverte. Ici, ce n'est pas significatif, c'est une des différences de résultats entre les deux enquêtes. Il y a un écart qui va dans le même sens, mais l'écart n'est pas assez prononcé pour qu'il soit significatif. C'est 18 versus 13 et ici 31 versus 26 Enfin, les expériences, dans cette deuxième étude, les expériences de discrimination. Et là aussi, on voit que l'impact des expériences de discrimination sur les idéations suicidaires et sentiments de dépression est très significatif. Donc, chez les personnes qui déclarent avoir expérimenté de la discrimination en lien avec leur orientation sexuelle, les idéations suicidaires sont de 22,5 22,5 déclarent des idéations suicidaires versus 11,7 Le sentiment de dépression, 39 déclarent versus 23 Et la discrimination vécue en lien avec l'identité de genre, on retrouve le même écart. De 36 ici déclarent à la fois d'avoir subi de la discrimination en lien avec leur identité de genre et d'avoir des idéations suicidaires versus 13 Et ici, 62 versus 25 Donc ici, c'est très, très, très élevé. Là aussi, je pense que c'est l'impact de la présence des personnes trans dans l'échantillon. Ici, en fonction, justement, on se posait ces questions-là. Donc, on a été voir en fonction des différents groupes, hommes, femmes, trans. On est conscient que trans peuvent s'identifier comme femmes, hommes, et on voulait avoir
les considérer comme un groupe distinct. Donc, les expériences d'homophobie et de discrimination selon le sexe-genre déclarées dans l'enquête, même si les personnes trans, on leur demandait aussi comment ils s'identifiaient, mais comme je vous dis, on a pris leur identification pour regrouper les personnes trans. Donc, la difficulté d'accepter son orientation sexuelle, chez les femmes, 33 %, chez les hommes, 23 %, chez les personnes trans, 45 %. La difficulté d'accepter son identité de genre, 11 %, 7,7 % et 65 %, ce qui est au cœur de la problématique, pourrions-nous dire. La difficulté de faire son coming out ou d'enjeux relatifs au coming out, près de 30 % chez les femmes, 16,9 % chez les hommes et 47 % chez les trans. Discrimination vécue en fonction de en lien avec l'orientation sexuelle, 39 % chez les femmes, 25 % chez les hommes et 32 % chez les trans. Et discrimination vécue en fonction de l'identité de genre, 10 % chez les femmes, 2 % chez les hommes et 59 % chez les personnes trans. Donc, il y a vraiment une problématique spécifique aux personnes trans, un profil plus accentué. Maintenant, les facteurs psychosociaux qui peuvent être rattachés aux idéations suicidaires et aux sentiments de dépression. Donc, on retrouve ici des facteurs individuels, soit de situation, soit de sentiments de solitude, d'isolement, qui peuvent être mis en lien avec les idéations suicidaires. Alors, je reviens à l'enquête Nedgay Baromètre, donc les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Un premier résultat qui n'est pas très étonnant, les problèmes d'argent. On a vu donc que le fait d'avoir des bas revenus, une faible niveau d'éducation, problème d'argent, a un impact sur les idéations suicidaires et sur le sentiment de dépression. Donc, on le voit. Les ennuis liés au travail, là aussi, on s'aperçoit que ces ennuis-là sont liés à une plus grande prévalence des idéations suicidaires et du sentiment de dépression. Le sentiment que les responsabilités sont trop pesantes. Là aussi, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation avec les idéations suicidaires, 20 % versus 11 %, 53 versus 31,5 %. Et le sentiment de solitude, ce qui est guère étonnant. Donc ici, l'écart est très élevé. 28 % déclarent à la fois sentiment de solitude et idéation suicidaire. 3 % seulement qui ne déclarent pas de sentiment de solitude et qui déclarent des idéations suicidaires. Et pour ce qui est du sentiment de dépression, c'est la même chose, c'est très élevé, 66 % versus 15 %. Donc la solitude est un facteur qui intervient. La difficulté à se faire des amis. Deux autres facteurs qui sont corrélés, la difficulté à se faire des amis et la distanciation de la famille. Donc, la difficulté à se faire des amis, c'est encore le même pattern. Plus la personne déclare, plus il y a une forte prévalence de la difficulté de se faire des amis, plus il y a une forte prévalence d'idéation suicidaire et de sentiments de dépression. Et même chose pour la distance de la famille. Ici, c'est 55 % versus 34, 24 % versus 12 % chez les autres. Maintenant, si on... Ça fait beaucoup de données, mais je vais vous résumer ça à la fin aussi. Donc, si on continue dans l'analyse descriptive, en allant plus vers des comportements, alors, on est toujours dans le Nedgay Baromètre. La consommation d'alcool, il n'y a pas de corrélation significative, même s'il y a un léger écart pour les personnes qui ont une consommation de plus d'une fois par semaine, mais l'écart n'est pas significatif. L'utilisation de drogue dans la dernière année, donc ici c'est aucune fois et au moins une fois. Donc ici il y a un écart significatif, mais c'est pas forcément... C'est-à-dire que les personnes qui n'ont jamais eu, qui déclarent n'avoir pas consommé de drogue dans la dernière année, ont moins d'idéation suicidaire. L'écart est mince, mais il est quand même là. Par contre, au niveau des sentiments de dépression, il n'y a pas de différence. Dépendance à Internet, il y a une corrélation qui est significative, à la fois pour ce qui est des idéations suicidaires. Donc, les personnes qui déclarent à la fois une dépendance à Internet,
sont plus nombreuses aussi à déclarer des idéations suicidaires dans la dernière année. Et même chose pour le sentiment de dépression. Les relations sexuelles non protégées, on observe le même pattern. Les personnes qui déclarent des relations sexuelles non protégées ont aussi une prévalence plus élevée d'idéation suicidaire et de sentiments de dépression. Une corrélation plus forte ici, c'est les personnes qui ont des relations sexuelles en échange d'argent ou de drogue. Donc, on peut penser qu'à l'arrière des chiffres, il y a toute une problématique aussi de vie, de conditions de vie qui est là. Et ITSS déclaré dans les 12 derniers mois, il n'y a pas de corrélation. Maintenant, si on revient à l'autre enquête LGBT, alors rapidement, oui, il y a une corrélation observée entre la prévalence d'idéations suicidaires et de sentiments de dépression chez les personnes qui déclarent également de l'anxiété, de la solitude, une rupture, des difficultés dans les relations avec la famille et être en recherche d'amis. Donc, la plupart de ces constats-là convergent avec l'autre. Il y a également une corrélation significative dans cette deuxième enquête pour ce qui est de la consommation d'alcool, ce qui n'était pas ressorti dans la première enquête. Il y a une corrélation avec l'utilisation des drogues, avec la dépendance à Internet. Par contre, avec les comportements sexuels à risque, pour ce qui est des idéations suicidaires, ici, il n'y a pas de corrélation. Par contre, il y a une corrélation avec le sentiment de dépression. Et enfin, il y a une corrélation avec les comportements sexuels compulsifs autodéclarés chez les personnes. Si on essaie de résumer ça, et je ne suis pas la spécialiste des analyses de régression, moi je ne suis pas dans le quanti, mais si on essaie de résumer ça, c'est-à-dire les tableaux aussi essaient de dire, bon, mais si on neutralise, par exemple, si on regarde toutes choses étant égales par ailleurs, pour essayer de voir c'est quoi les facteurs qui accroissent le risque suicidaire. Okay? Au-delà par exemple, de l'âge, si on tient compte, si on prend, mettons, parmi les jeunes, on neutralise l'impact de l'âge en disant on va prendre parmi les jeunes, on va prendre parmi les plus âgés, puis on va regarder c'est quoi qui fait varier. Alors, c'est des analyses qui permettent de faire ça. Et ce que vous avez en plus foncé, ce qui ressort de cette analyse-là, c'est les facteurs associés aux idéations suicidaires. Donc, dans une enquête Guy-Baromètre, la difficulté d'accepter son orientation sexuelle, agression verbale, agression physique, solitude et sentiment de dépression qui accroît de 9 fois le risque d'idéation suicidaire. Et dans l'autre enquête, vous avez également les facteurs en foncé. Donc, ce qui ressort, c'est la difficulté d'accepter son orientation sexuelle, l'anxiété, l'isolement, la rupture, d'avoir vécu une rupture, et le sentiment de dépression, qui accroît ici près de 5 fois le risque d'idéation suicidaire. Ce qui ressort de toutes ces données-là, c'est d'une certaine façon, malgré les limites des études, et une des limites, c'est quand même que les femmes sont quand même relativement peu représentées dans la deuxième étude et pas du tout dans la première. Malgré ça, il y a des grandes convergences dans les résultats. Il y a des facteurs de vulnérabilité communs, notamment la difficulté d'accepter son orientation sexuelle. Donc, on peut faire le lien avec l'homophobie ou la lesbophobie intériorisée et les expériences de discrimination ou de violence. En même temps, on s'aperçoit que c'est un phénomène qui est complexe où peuvent intervenir des situations sur le plan relationnel, c'est-à-dire le fait de vivre de la solitude, de l'isolement, le fait d'être des conditions économiques vulnérables, la résilience ou la vulnérabilité psychosociale. Je vais prendre les quelques minutes qui restent. Ce sont des chiffres, c'est assez inquiétant quand même, là. Quelques exemples d'intervention en ligne, surtout de l'étranger. Aux Pays-Bas, un programme, c'est le plus beau programme, c'est la Cadillac des programmes. C'est très largement subventionné, ce qui explique aussi qu'on peut être en Cadillac. C'est le 113 online qui offre plusieurs services. Donc, c'est le financement public. Ils ont des psychiatres, des psychologues et des volontaires formés. Ils offrent une ligne téléphonique 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Un clavardage également dans les mêmes conditions. Et ils collaborent avec des centres de crise qui sont rattachés aux instituts de santé mentale. Alors, ce qu'ils offrent gratuitement en ligne, c'est donc clavardage en situation de crise avec des volontaires formés, situation de crise téléphone fait par des volontaires et des professionnels lorsque c'est nécessaire. Il y a des chat thérapies, puis des thérapies de clavardage, où c'est comme des échanges qui sont limités
à 8, mais ils sont faits avec un professionnel. Et même chose, d'échange des mails, de courriels avec un professionnel. Il y a un forum d'entraide où les gens peuvent être mis en relation. C'est un cours en ligne ou une espèce d'auto-formation en ligne pour réduire les risques, les tendances suicidaires. Il peut y avoir des consultations téléphoniques et par courriel avec des questions brèves. Et il y a des tests pour évaluer la sévérité des troubles et des symptômes d'idéation suicidaire. Donc ça, c'est ce qui est offert en service direct en ligne par une équipe qui est quand même assez formée, là, soit des professionnels ou soit, comme je vous dis, des volontaires formés. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment se fait la référence de l'un à l'autre, c'est-à-dire si on trouve que là, il y a une crise, ou qu'à travers le téléphone ou le chat, il y a une crise, comment se fait la référence, par exemple, plus sérieuse, parce que c'est une des difficultés quand il y a l'expression d'idéation suicidaire. Il y a le Centre de prévention du suicide aux États-Unis qui n'offre pas de formation directe, mais qui offre une formation en ligne. Donc, c'est un kit. J'ai oublié de vous dire, online, quand même, il y a intégration des problématiques LGBT dans 113 online. Ici, donc, on est aux États-Unis. Il y a une formation en ligne, donc ce n'est pas un service direct, c'est une formation en ligne qui s'adresse à des agents multiplicateurs, qu'on appelle, c'est-à-dire à des formateurs qui, eux, pourront former d'autres personnes. La formation en ligne comprend un guide pour les formateurs qui formeront d'autres personnes, comprend un diaporama, qui est comme un diaporama préfabriqué. Vous ajoutez certains éléments localisés ou adaptés, mais sinon, l'ensemble est préfabriqué. Il y a aussi des ressources, des glossaires, des informations sur les signes précurseurs, des ressources. Il y a également une présentation sous forme de diaporama où c'est les jeunes qui sont entendus. Alors, les objectifs de cette formation en ligne, c'est d'utiliser la terminologie correcte, c'est de décrire les résultats des recherches, de discuter des facteurs de risque et des facteurs de protection et de leurs implications. C'est aussi d'évaluer les compétences culturelles de l'école ou de l'agence ou du groupe avec lequel on travaille pour ce qui est des jeunes LGBT. Et c'est de décrire des stratégies pour réduire les comportements suicidaires chez les jeunes LGBT. Maintenant, le même organisme offre une présentation sous forme de webinaire. Et le webinaire comprend 3 volets. Un premier volet qui est essentiellement la formation dont je viens de vous parler, mais qui est offerte cette fois-ci sous forme de webinaire. Un deuxième volet qui est au sujet des familles, donc qui présente le rôle des familles, des parents pour ce qui est de la prévention du suicide et du bien-être des enfants et des jeunes LGBT. C'est tiré du projet Family Acceptance Project, donc vous avez la référence ici. Et il y a un troisième volet qui est le projet Trevor Project, qui est un projet de prévention du suicide auprès des jeunes LGBT. Et je vais vous parler un petit peu du Trevor Project. C'est une organisation nationale américaine qui est focalisée sur le suicide et la prévention des crises de suicidaires chez les jeunes LGBTQ. Donc, eux, ils offrent une prévention en ligne téléphonique 24 heures, 7 jours. Donc, ils offrent aussi le chat. Mais c'est une crise où il n'y a pas les idéations suicidaires. Donc là aussi, j'imagine qu'il y a un mécanisme de référence à l'idéation suicidaire. Ils offrent un espace de socialisation pour les jeunes LGBTQ et leurs alliés et un forum de questions et réponses pour ce qui est des besoins non immédiats, donc quand il n'y a pas de situation de crise. Et ils ont également des ateliers, oui, c'est ça, des ateliers, un curriculum qui est structuré, qui dépend de l'âge aussi, pour ouvrir le dialogue entre les jeunes sur les questions du suicide en lien avec l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et ils proposent aussi des outils éducationnels pour distribuer aux écoles et dans les services pour les jeunes pour faciliter la discussion. Ce qui est particulier, c'est qu'ils semblent aborder dans ces outils-là, je ne les ai pas tous consultés, mais ils semblent aborder directement la question du suicide, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'intervention auprès des jeunes. Le projet Trevor est aussi très critique de la couverture médiatique du suicide et du fait qu'on établit, bon, pour les jeunes, souvent, il arrive que les médias établissent un lien direct entre le bullying, le fait d'être victime d'intimidation et le fait de se suicider. Puis, il y a quelques années,
il y avait une... je vais vous les montrer, parce que je me souviens, même moi, j'étais aux États-Unis... Ah, j'ai pas pris celle-là, mais je me souviens que j'étais aux États-Unis une fois, puis People avait fait la une avec 3 cas de suicide, d'intimidation, à la suite de jeunes qui avaient été intimidés. Et Trevor Project critique beaucoup ce genre de médiatisation parce que le lien est très direct entre bullying to death, donc le fait d'intimidation conduit au suicide et à la mort, et il contraste ça avec d'autres... une qui pourrait être faite, mais formulée différemment, en disant, bien, il y a une ligne qui sert à préserver, à aider les jeunes ou à soutenir les jeunes. Parce qu'ici, le message qui est envoyé, c'est que si vous êtes victime d'intimidation, il n'y a pas d'autre issue que peut-être que celle de la mort ou du suicide. Donc, ils font un travail de sensibilisation des médias. Et à l'intérieur de ça, ils soulignent aussi les dangers, donc de présenter le suicide comme un événement commun ou une conséquence logique de l'intimidation. Et ils identifient un certain nombre de dangers liés aux médias sociaux, d'annoncer, par exemple, une mort par suicide sur Twitter ou Facebook, de créer des mémorials aux victimes sur Facebook, mais qui risquent d'une certaine façon de propager. Moi, je ne suis pas spécialiste dans l'impact de la couverture médiatique, mais je sais que c'est quelque chose qui est discuté parmi les gens qui sont spécialistes du suicide, jusqu'à quel point on doit couvrir les suicides, jusqu'à quel point on doit et comment on les couvre. Donc, c'est ça. Donc, sur la façon de médiatiser ou de traiter cette question-là dans les médias sociaux. En dehors de ça, il n'y a pas beaucoup de projets vraiment qui s'adressent à la question du suicide. Il y a un organisme en France qui s'appelle Le Refuge, qui offre de l'hébergement temporaire à des jeunes qui n'ont plus de domicile parce qu'ils ont été mis à la porte de leurs parents ou ils ont dû quitter. Ils offrent du soutien médical, social, psychologique. Ils ont un très gros réseau Facebook et il y aurait des formes d'entraide à travers ce réseau. Mais je sais que le refuge, maintenant, ils ont plusieurs maisons, mais ils ne suffisent pas à la demande, puis ils ne peuvent pas non plus répondre à toutes les demandes d'intervention. Au Canada, il y a eu le Suicide Prevention Center qui diffuse sur le web un outil sur le gay suicide, donc le suicide chez les minorités sexuelles et de genre. C'est localisé en Alberta. Donc, c'est plus un outil de formation que d'intervention. Égal Canada, qui l'année dernière a fait un sommet sur la prévention du suicide chez les jeunes et qui a produit un guide pour le développement d'une stratégie de prévention du suicide chez les jeunes, donc à l'été 2012. Au Québec, ce qu'on sait, c'est que Gay Écoute a une ligne téléphonique et du clavardage, et ils ont une entente avec Suicide Action Montréal, que si une personne appelle et exprime des idéations suicidaires, il y aura une référence qui va être faite à Suicide Action Montréal. J'ai inscrit là-dedans qu'il y avait eu dans l'Association québécoise de prévention du suicide une journée consacrée à l'homophobie. Puis je vous ouvre la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres organismes, en fait, qui font des interventions, qui ont des idées en ce sens-là. Comment développer les ressources en ligne pour l'intervention, parce que c'est quand même délicat aussi quand ce sont des personnes qui ont des idéations suicidaires parce qu'on veut pas déraper, puis qui peut le faire, des volontaires formés, des professionnels, est-ce qu'on fait plutôt de la référence? Bref, c'est toutes ces questions-là que ça soulève. À la fois l'importance de la prévalence des idéations suicidaires, ça ressort très bien, mais aussi ça soulève la question de l'intervention. Voilà.